Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. There's a world with your name on it. I wish I could live in it. There's a world with your name on it. Yeah, I wish I could live in it. If we feel what they don't feel, don't mean that it ain't real. We can be what they won't be, don't mean that they're not gonna wanna see. We'll be rocking till the day comes, and we know it won't take long. Find another way to stay strong. There's a world with your name on. There's a world with your name on it. I wish I could live in it. There's a world with your name on it. Yeah, there's a world with your name on. I wanna feel like I could feel when I was you. I wanna feel like everything you say is true. Like yesterday, when we faded kinda blue. So many miles till the waves come breaking through. Like yesterday when we just faded kinda blue. So many miles until the waves come breaking through. I wanna feel like I could feel when I was you. I wanna feel like everything you say is true. Everything you say is true. Everything. There's a world with your name on it. I wish I could live in it. There's a world with your name on it. Yeah. There's a world with your name on. Bienvenue sur le podcast Aquila Rebelle, épisode 101. 101 par exemple comme le fameux album live de Dépêche Mode. Alors je vais vous raconter une histoire. Il était une fois à l'Olympia le 28 novembre 1997 en première partie d'Étienne Dao pour la tournée de son album Eden. Un artiste suédois, JJ Johansson, qui présentait son premier album Whiskey. À ses côtés, un jeune musicien, Leo Helden. Quelques heures plus tard, nous nous parlions dans les loges et j'étais loin d'imaginer que quelques années écoulées, eh bien, nous aurions à nouveau le plaisir de nous retrouver régulièrement. Comme par exemple dernièrement au festival jouissif, extraordinaire, Rock in the Barn, à Vernon, tout près de Paris, c'était en septembre, pour une interview avec son groupe Come Cloud. Mais l'occasion était trop belle pour nous retrouver à nouveau un petit peu avant Noël pour une interview portrait sensible avec Léo à quelques mois du lancement du nouvel album Never Say Never. Mais désormais, il est là cet album Never Say Never et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien ils seront en concert à Paris au Trabendo le 9 avril 2026. Ah, que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et nous vous accueillons avec un titre du nouvel album I Just Want It All. If I want it, do I need it? If I need it, do I want it? If I want it, do I need it? If I need it, do I want it? If I want it, do I need it? If I need it, do I want it? If I want it, do I need it? If I need it, do I want it? I just want it all. 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 I just want it all your love. Give me all your love. All your love. Give me all your love. Do I want it? Do I need it? If I need it, do I want it? If I got it, can I rock it? Is there any way to stop it? Rise above it, now I love it. Now my sky is full of comets. See my planet is a star. Yeah, I'm so far from All it. your love. Give me all your love.
C'est parti alors. Here we go. Alors, je suis avec Léo du groupe Camp Cloud. Mais pas que, hein, parce qu'avant il y avait Tristesse Contemporaine, on va parler un peu de tout ça, on va parler aussi d'un certain Suédois qui s'appelle J.J. Johansson. Mais Léo déjà est suédois, alors on va revenir dans l'enfance, puisque en plus là maintenant on approche bientôt de Noël. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que c'était que... Alors d'abord où tu es né, où tu vivais, et puis surtout qu'est-ce que c'était Noël en Suède. Moi, je suis né à Linköping, qui est un peu dans le milieu de la Suède, un peu plus sud de Stockholm, peut-être 2 heures de voiture, quelque chose comme ça. Ville universitaire, j'habitais là-bas, un peu à l'extérieur, à la campagne, un village comme ça. Donc là-bas, il y avait beaucoup de neige. Je faisais des skis. Ski de fond ou ski alpin? Les deux, mais Les deux. Alpin, je commençais avec Alpin parce que déjà à 3 ans, parce que Ah oui, il y avait 3 ans, une ouais. petite piste là-bas, communautaire, quoi, comme ça. Donc, et aussi, comme à la campagne, sport, c'est un peu le seul... Activité qui est, seule ouais. activité qu'on peut faire. Et après, quand j'avais 7 ans, on a déménagé banlieue de Stockholm. Donc, banlieue nord. Tes parents, ils faisaient quoi comme activité professionnelle? Ma mère, elle était... C'est quoi leur prénom à tous les deux? Inger et Håkan. Donc, Inger, c'est un prénom suédois, et Håkan aussi. Et ma mère a travaillé sur la bibliothèque universitaire à Linköping. Et mon père, il était dans la mécanique. Il était entre universitaire et il travaille longtemps dans le cadre parce qu'il y a, vous avez vu dans le news maintenant, il y a Saab. Oui, Qui est installé à Linköping. D'accord. Donc, ils sont de automobile, aéronautique. Donc, maintenant, c'est eux qui font les avions, qui les envoient en Ukraine, etc. Comme ça. Donc, c'est une ville comme ça, de mécanique. Je ne sais pas si c'est le mot. Industriel un peu? Oui, c'est ça. Et lui, il était... Oui, c'est polytechnique. Cette métier-là. Et après, à Stockholm, il a été aussi longtemps à l'université, fait le doctorat, toujours un peu dans l'industrie automobile. Ça a été un vrai changement, même pour la famille. Est-ce que tes parents étaient nés justement étaient dans cette campagne, on va dire, ouais. Et après venir dans la capitale de la Suède, est-ce que c'était quelque chose de révolutionnaire, enfin d'une certaine manière? C'est difficile à dire. J'étais pas assez âgé pour ça, mais je sais que dans les villages, ils sont demandés à mes parents si comme ramener les enfants là-bas. Donc, c'est un peu ça l'esprit, quoi. Mais, d'accord, parce que tes grands-parents vivaient où, eux? Les parents de tes parents? Côté de ma mère, elle est de cette région. Mon père, il a déménagé assez souvent parce que son père, il était aussi dans une ville, un peu dans l'universitaire. Donc, il avait des postes dans le nord de Suède. Mon père, il est né à Stockholm, mais après, il était dans le nord. Et comment tu t'es habitué, toi? C'était un changement radical, j'imagine, en tant qu'enfant, de passer de la campagne au milieu urbain. Pour moi, c'était assez facile. Hein. Je n'ai pas eu de... Peut-être que j'étais assez jeune pour que ce soit fluide. D'accord, parce que tu quittais comme les copains et tout ça, quand même. Ouais, c'est... Ouais, moi j'avais la chance, j'avais quelques-unes de mon âge juste dans ma rue
Donc on pouvait aller à l'école ensemble, etc. C'était à l'époque où les enfants pouvaient aller à l'école sans les parents assez tôt, quoi. Donc voilà. C'était, je sais pas, moi j'ai beaucoup de trucs social, etc. Ça c'est, même là-bas, pour moi en tout cas, ça se faisait par le sport. Donc si on était inscrit à des sports, c'était assez, ça venait assez rapidement. Et je pense que si on n'était pas intéressé par le sport, ça doit être plus compliqué, je pense. Qu'est-ce que tu faisais comme sport, Léo, toi? Je faisais presque tout, tout qui existait. Je faisais de football, hockey sur glace, athlétique, beaucoup de courses à pied. Mais du coup, justement, c'est d'autant plus incroyable que qu'est-ce qui va faire que la musique va prendre le dessus sur ce corps bâti comme un athlète là, de haute performance. Plus maintenant. Mais mon père, il était musicien aussi, avant. Donc lui, il était musicien. Mais je veux dire musicien, c'est-à-dire il jouait pour lui tout seul ou il avait des copains et ils avaient un orchestre, d'accord. Ouais, quand il était dans le nord de Suède. Lui, il est venu en Linköping justement pour l'université. Donc il a fait quelques années, mais c'était différent parce que il y avait moins de industrie de disques, etc. comme ça pour à cette période, quoi. Il faisait de vrais orchestres, quoi, qui jouaient pendant 5 heures les samedis, quoi. Quel instrument? Guitare. Guitare, comme le fils plus tard. Ouais, voilà, avec la même guitare. Plus maintenant. J'ai devenu un peu. Quand j'avais jeune, je prenais la guitare de mon père tout le temps. Je voyageais avec, je mettais dans l'avion, etc. Ah oui, quand même. C'est un vrai cadeau. C'est-à-dire, c'est quelque chose que lui a arrêté. Il t'a offert sa guitare. Comment ça s'est passé, cette transmission là, comme ça? C'est juste qu'il était dans le sous-sol. Donc ils en faisaient plus, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Donc ça veut dire qu'il a laissé tomber la musique à un moment donné, quoi. Ouais. Non, il a switché. Il avait deux passions, la musique et le bricolage, comment dire, moto, voiture, etc. Et après, il avait estimé que le bricolage technique, c'était mieux pour lui. Bon, donc du coup, tu récupères une guitare, mais c'est quel âge? Et puis, mine de rien, c'est du travail, c'est autodidacte, on va dans des cours, on va dans une école de musique, comment ça se passe? En fait, eux, ils sont jamais... Ça a toujours été présent, dans le sens que j'ai toujours su qu'il y avait une guitare, et on avait aussi un piano, toujours. Mais ça Alors, piano, qui ont joué à la maison? Tes frères et sœurs ou tes parents ou ta mère? C'est ma sœur qui avait joué le piano. Et il y avait toujours Noël, comme ça, le grand-père qui joue, les gens chantent ensemble, etc. Il y avait toujours ça a toujours été présente. Et la musique, de manière générale... écoutant de vinyle et tout ça, ça a été... Mais je n'ai jamais vraiment... Ça a pris longtemps avant que je sentais que c'était pour moi. Ils ne m'ont jamais inscrit dans le cours de musique, etc. Donc je ne faisais jamais... Mais je pense que c'est souvent peut-être... eux, ils m'ont trop écouté, quoi, probablement. Parce que c'est... Comme ça, quand on ne sait pas jouer un instrument, c'est pas très amusant. Et donc, moi, je n'avais jamais insisté pour faire des cours de musique. Eux ne m'ont jamais inscrit. Donc, c'est juste comme ça. Après, ça a commencé très tard. Je sais pas, 17 ans, 18 ans, j'ai commencé. Et là c'était... j'ai pu avoir un développement assez rapide. Comme mon père, même s'il jouait plus beaucoup, en tout cas, il pouvait m'apprendre rapidement. Donc,
quand j'avais des problèmes, etc., il m'a montré. Donc finalement, c'est ton papa qui va devenir professeur de guitare spécialement pour toi. Oui, voilà, c'est un peu ça, ouais. Parce qu'autour de toi, finalement, est-ce que tu avais des copains à l'école qui te disaient ah bon, toi tu fais d'un instrument, moi je joue de la basse, lui il fait de la batterie, ou vraiment c'était un peu isolé quoi. C'était un peu. Il y avait des gens qui faisaient. Je pense que quand je commençais à avoir cet intérêt pour faire ce genre de choses, ouais, il y avait des gens, mais c'est ouais, je sais pas. C'est que comme je faisais vraiment du sport tout le jour, j'avais pas beaucoup d'espace pour ce genre de choses. Donc c'est vraiment quand j'ai arrêté le sport où j'ai juste le temps que j'ai consacré au sport, j'ai mis dans la guitare. Tout complètement. Qu'est-ce qu'il y avait comme groupe qui te touchait le cœur, qui te mettait la tête en feu à cette époque-là? C'est 17 ans, 17, 18 ans. En gros, c'est tous les Britpop, quasiment. Donc, justement, hier, on a parlé de Manic Street Preachers, Teenage Fan Club. Après, ouais, bien sûr, Stone Roses. Avant, ouais, de Smiths, beaucoup, de Cure, Depeche Mode aussi. Et AA. Quelle était la puissance, enfin en tout cas l'intérêt qu'on pouvait avoir quand on était suédois avec ce groupe AA qui a dépassé les frontières, qui a dépassé les frontières scandinaves? C'était la variété, non, pour vous? Non, oui, ça a toujours été considéré comme mauvais goût. Moi, j'étais un peu plus snob, je pense. Donc, la société a changé. Là on n'a plus besoin d'écouter en cachette des variétés. C'est beaucoup plus accepté, quelque part. Mais ça c'était pas Et aussi, AHA, c'était aussi quand j'étais très jeune. Parce que je me rappelle ça de plus de collège peut-être, ou même avant. Ouais, autour de collège. Donc en fait, tu es dans ta chambre, tu es avec ta guitare, tu as 17-18 ans, tu as un ampli, ouais. Et tu veux reproduire ces sons là. Comment ça se passe, ce travail d'apprentissage de guitare là? Ouais. Et aussi, rien à voir, j'étais beaucoup attiré par les bossa nova au même temps. Complètement en parallèle. Alors, c'est ton papa sur les 33 tours là qui te fait découvrir ça ou comment? Ouais, eux ils l'écoutaient beaucoup. Il était un grand fan de Stan Getz. D'accord. Donc, tous les trucs que lui faisait en Brésil, il avait un disque. Ça. Donc, c'était en manière, une passe-temps avec mon père, oui, bien sûr. Mais après, mon goût personnel était peut-être un peu plus, comment dire... J'avais jamais l'ambition de créer un groupe de bossa nova, quoi. C'était, mais un groupe indie pop comme ça, Bored Release. C'est intéressant parce que finalement, tu vas me dire, mais le premier artiste avec qui tu vas peut-être pas le premier travailler, mais enfin, je crois que je me souviens que très rapidement c'est arrivé où tu as rencontré J.J. Johnson. Ouais. Et mine de rien, tu parlais de bossa nova. Ouais. Mais on est quand même plus proche de la bossa nova avec J.J. Johnson que de la Britpop, quoi. Alors, Ah non, comment ça s'est fait? Ça m'a beaucoup servi. J'imagine. Moi, je pense que j'aurais pas pu jouer avec lui si j'avais pas cette basse, parce que lui, il utilisait beaucoup de cordes de jazz. Alors, comment se passe la rencontre avec J.J. Johnson? Ça, c'était comme j'avais cette ambition de créer un groupe. De Britpop ou indie pop, et j'avais rencontré des gens qui n'étaient pas de Stockholm, parce qu'il y a aussi dans mon lycée il y avait beaucoup de gens.
c'est des athlètes. C'est un banlieue très connu pour l'athlétisme. Et donc il y a des gens qui viennent pour faire le lycée spécial s'ils sont doués pour ça. Et comme moi je fais de l'athlétisme aussi, je connaissais des gens de là-bas. Et via cette communauté quelque part, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout dans ce domaine, mais qui s'intéressaient un goût commun en musique. Donc j'avais commencé à monter cette groupe avec des gens de la même ville que J.J. Johansson. Et le chanteur de cette groupe, c'était un pote d'enfance avec J.J. Johansson, où il était genre voisin. Et quand J.J. Johansson il avait signé son projet, il avait demandé, lui, de lui donner un coup de main avec le clavier. Et c'est sûr, après, quand ça commençait à prendre... donc, moi, je ne faisais pas du tout partie de leur premier album, etc., mais je savais qu'il faisait un projet. Whisky. Oui, voilà. Quand il faisait... Et nous, en parallèle, j'avais ce projet Britpop. Et... mais qui au final, on n'a jamais même fait de concert. Mais on répétait, on était assez ambitieux, on faisait beaucoup de titres. Mais quand on commençait à faire des concerts, c'était... il avait besoin de former un groupe. Et à un moment donné, il m'avait demandé tout simplement si ça m'intéressait de faire un test avec eux et tout ça. Et j'avais fait ça, et puis voilà. Mais en fait, c'est ça, ce que tu me racontais la dernière fois qu'on s'était vus tous ensemble au Rock in the Barn avec toute l'équipe de Camp Cloud. Ouais. Tu disais que un peu rapidement, presque du jour au lendemain, tu t'es retrouvé sur les routes, quoi. Ouais. Non, mais c'était pour... c'est ça. Là, peut-être, j'explique de manière différente, mais c'est... en gros, le disque Whisky, en fait, quand ça sortait, ça a été tout de suite un succès, en fait. Et qu'il avait une tournée internationale de jour de lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il avait cette urgence de créer un groupe live et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai entré dans cette turbine-là, quelque part. Et donc, du coup, on n'a pas poursuivi le groupe, etc., parce que ça n'avait plus aucun sens. Et c'était 5 ans après, assez intense avec le projet de J.J. Johansson. Donc même si ce n'était pas mon projet, c'était assez personnel quelque part. C'était un peu comme un mode de vie. Parce que c'était toujours une tournée en préparation. Après, c'était un album. Même si c'était lui qui faisait l'écriture, c'était toujours... Après, tu étais dans le band, enfin, je veux dire, pour intervenir après, soit pendant les enregistrements, lui, même s'il mettait le premier fil, là, la grande corde, et après, tout le monde allait s'accrocher un petit peu autour. Après, je jouais sur les albums et tout ça. Après, ça commençait des répétitions. Après, c'est la tournée. Donc là, c'est pas comme maintenant. Aussi, le tournée à l'époque, c'était très différent parce que maintenant, avec l'Internet et le téléphone et tout ça, même si on est parti, on est toujours à la maison. Mais à cette époque-là, quand on prenait l'avion, on est parti, quoi. Tu savais pas tout à fait quand tu allais revenir. Mais alors, la première fois qu'on s'est vu avec Léo, c'était précisément, on savait pas encore, mais c'était le 28 novembre 1997. C'était à l'Olympia, puisque J.J. Johansson était en première partie d'Étienne Dao. Voilà, c'était mon anniversaire, donc je me souviens bien de cette date-là, et surtout d'avoir réussi à aller backstage et d'avoir parlé avec JJ un petit peu. Donc on s'est forcément croisé, en tout cas croisé dans le couloir. Moi, j'étais aperçu sur scène forcément. C'était un choc esthétique. Je connaissais pas du tout, et dès le lendemain, j'étais chercher l'album parce que j'avais vraiment été hyper séduit. Tout de suite, j'étais, comme dirait Xavier Dolan, le réalisateur
canadien, je suis tombé en amour complètement quoi, avec ce Ouais. style qui ressemblait beaucoup à du Chet Baker d'une certaine manière réarrangé, enfin 1990 quoi, époque 1990. Donc du coup, toi, tu vas l'accompagner jusqu'à quel album, JJ en fait? Moi, j'étais impliqué à Antenna, jusqu'à Antenna. D'accord. Euh, Pendant longtemps alors. Ouais, et parce que là, il y avait cette rupture de style et où il y avait d'autres producteurs qui faisaient la musique. C'était comment dire, un essai assez ambitieux de faire une rupture, de faire quelque chose de très nouveau et tout ça. Et que ça a été une rupture de plein de sens comme ça. Et même le projet live, elle était très différent. Je pense qu'il y avait très peu de concerts pour cet album, je pense. Et changement d'équipe. Après, je pense qu'il a... après cet album-là, il a aussi changé de label. Il y avait quelques années après ça, où ça... Tout a changé quoi. Donc toi, c'est là aussi où tu as décidé de parce que après, est-ce que c'est là qu'apparaît Tristesse contemporaine tout de suite ou pas? Non, c'est après. Moi, à cette période-là, moi, j'avais l'ambition de reprendre les études, en fait. Quelles études, Léo? Économie. D'accord. Donc, je faisais ça, et philosophie aussi, et à Stockholm, mais à Paris aussi, à Paris 1. Donc, et après ça, et en parallèle, j'ai toujours continué à faire de la musique, tout ça. Et après, quand j'ai un peu... même temps que je finissais mes études, j'ai sorti un album avec un groupe As We Fall, qui était sur le label Kill the DJ. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Eux, ils étaient juste un peu plus loin, là, Pulp. À cette époque-là où il avait les soirées Pulp. Et donc mon collègue Clément, il était résident. Mais à Paris, donc ouais. là, quand après la tour, en fait, à partir de quand as-tu commencé à vivre en France en fait? J'étais beaucoup aller-retour. Parce que comme avec JJ, on était souvent en France. Il y avait une grande partie qu'on jouait en France, mais aussi une grande partie de tournée était gérée par France et tout ça. Donc ça a été... on passait souvent ici et moi j'aimais bien. Donc j'avais toujours un peu... ça a été très graduellement. J'ai été un peu entre les deux comme ça. Mais c'est à peu près 2005, je pense que je m'ai vraiment installé ici sans retourner, quoi. Et ça, c'est... donc j'avais fait As We Fall et j'avais toujours un peu cette ambition de peut-être travailler dans l'économie ou faire un doctorat, quelque chose comme ça. Et après, cet album a quand même pris une certaine ampleur. On avait notamment le pub Air France avec un titre. C'est pas rien. Ouais, c'était un gros... pour un étudiant, c'est un gros... comment dire, c'est un gros event. Et puis en plus, encore une fois, c'est premier projet personnel. Là, tu travailles plus pour quelqu'un, d'une certaine manière. Là, c'est ton choix à toi, c'est son équipe à toi, avec le groupe à toi. Ouais, sur un petit label aussi, même que c'était, comment dire, repéré, c'était toujours une cool équipe, mais c'est quand même une petite structure d'avoir un pub comme ça qui était un peu le... c'était un gros truc pour moi et un certain, comment dire, rassurance économique et tout ça, que j'étais sur le bon chemin, quoi. Ouais, ils pensaient quoi, tes parents, de ce chemin artistique là? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça? Je pense qu'ils sont plutôt positifs, je pense. Proud? Ouais, je pense qu'il y a
Une partie, bien sûr, que c'est un métier un peu précaire ouais, cette insécurité par rapport à ça, mais globalement, je pense qu'eux, ils auraient probablement voulu avoir une carrière plus comme ça, éventuellement. Bah, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais senti que ça a été plutôt quelque chose de positif, en tout cas. Oui, parce qu'en plus, JJ était une star quand même. Après, il est devenu une star en Suède. Ouais. Donc, Ouais, mais je n'ai jamais vraiment fait la réflexion. On n'a jamais eu de discussion. Je pense que j'ai toujours fait à peu près comme je voulais. J'ai jamais eu ce problème dans ce sens-là que mes parents ils ont eu un plan pour moi et que moi je voulais pas suivre. Ils ont été assez neutres par rapport à ce genre de choses. qu'est-ce que c'était que de vivre parce que je sais pas pourquoi j'ai une chanson là dans la tête de JJ qui dit far away, Ouais. not so, je sais plus, not so nain, but far away, que de vivre en dehors de son pays. Est-ce que tu rêvais de paysages d'enfance, de neige qui s'abat là sur comment c'était? Qu'est-ce qui te manque le plus en vivant ici finalement là? Moi, je pense, en fait, presque le contraire. Que quand je suis venu en France, je sentais que c'est ici que je devrais être. Il y a bien sûr des gens qui me... Oui, des amis, etc. Mais en termes de... Moi, j'ai toujours eu très mal avec le climat. Moi, je pense que le climat en France, ça me convient beaucoup mieux. Bon, alors, finalement, tu étais chez toi ici alors. Oui, je suis mieux ici. Alors, quand le groupe, je sais pas... As We Fall. As We Fall, ça s'arrête et il y a Tristan Contemporaine arrive juste après, c'est ça ou pas? Ouais. Et après, donc on avait... Ouais, j'ai commencé Tristesse. Alors, Tristesse, c'est une rencontre avec le chanteur de Earthling, c'est ça? Ouais, Alors, qui s'appelle comment? Mike. Mike, parce qu'on va le retrouver quelques années après dans un autre projet. Ouais. Donc voilà, c'est une vraie amitié, là, c'est une vraie rencontre. Comment ça se rencontre? Comment chacun qui vient d'univers un peu différent, parce que lui d'une certaine manière après c'est intéressant parce qu'il était dans une espèce de Britpop mais un peu particulière, mélange Britpop, mélange JJ en fait, mine de rien, au niveau des sons là, de ces nouveaux sons qui arrivaient. Elle était aussi dans le... Oui, Earthling c'est trip-hop à fond. Ouais. Comme Tricky. Ouais. Et en fait avec As We Fall en live, il y avait Naomi qui... Déjà Noémie, d'accord. Ouais, qui joue le clavier. D'accord. Et donc, j'ai croisé Mike à des soirées comme ça où il est venu voir As We Fall en concert. Ce genre de choses. Il habitait à Paris déjà, comme il était... moi, je le connais parce que Naomi et Mike... étaient tous les deux en télépop musique. Donc c'est comme ça, eux, ils se connaissent. Mike, il est venu à Paris pour bosser ces projets-là. Tu connais, un gros succès avec Bride. Oui, bien sûr. Donc, lui, il était là, moi aussi. Pas plus compliqué que ça. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu as été comme amené à rencontrer beaucoup de musiciens. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit c'est lui, c'est avec lui, quoi. C'est avec lui qu'on va recommencer quelque chose, parce que j'imagine un groupe qui s'arrête, il y a comme des questions qui se posent, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que va être demain? Je sais pas comment on dit demain en suédois, mais... Je pense avec Mike, c'est un peu étrange parce qu'on n'a rien... je ne sais pas quoi qu'on a en commun. On a un anniversaire très proche, donc peut-être... C'est quelle date lui, il a 1er février, moi, j'ai 30 janvier. D'accord. Donc, c'est à quelques jours.
Donc peut-être si on croit aux astrologies, on est tous les deux aussi le plus jeune de frères et sœurs. Sinon, après, oui, lui, origine jamaïcain à Londres et moi suédois, mais nous, on est très proches. On a toujours été très proches. On parle, même maintenant, il habite à Mulhouse, mais on parle au téléphone probablement 3 heures par semaine, au moins, tout le temps. Donc, s'il y a une semaine où je ne parle pas au téléphone, c'est rare. Donc, on est tout simplement... moi, je pense c'est difficile à garder une amitié comme ça aussi s'il n'y a pas un projet en commun. Parce que, bien sûr, on ne parle pas que de la musique, on parle de plein de choses, mais il y a toujours une boucle. Il y a toujours une raison, quelque part, de l'appel, que c'est un truc qu'on doit faire ou qu'on n'a pas fait, mais on aurait dû faire, etc., etc. Donc, moi, je fais quasiment tout le titre. Je pense que c'est pour voix masculin, je travaille quasiment que avec lui. C'est très rare que je fais avec d'autres gens. Donc, c'est juste comme ça. C'est intéressant parce que là, forcément, il y a Tristance contemporaine. Ouais. Maintenant, c'est Camp Cloud. Et quand tu dis que tu passes 3 heures, on sait qu'il y a un album qui va sortir bientôt au mois de février, mars, le 20 mars, je crois. Hein, ouais. Parce que ça va être le jour de l'anniversaire de Diane. Voilà, tout à fait, de Diane. Du coup, voilà, ces 3 heures-là, c'est quand même beaucoup sur... qui écrit quoi, en fait? Comment l'inspiration vient? Parce que j'imagine que vous devez préparer des choses. Vous avez un cahier d'écolier, vous notez des petites choses et vous retrouvez tous ensemble. On a comment dire... comme ça fait maintenant avec Mike, je travaille depuis 2008, 2009, donc ça fait, je ne sais même pas compter combien d'années c'est, mais c'est bientôt 20 ans. Donc on n'a pas besoin forcément de se voir pour avancer. Même si on se voit, il était là lundi. Donc il est là quand même assez régulièrement aussi. Parce qu'on avait un truc justement avec Camp Claude à gérer. Donc, c'est... on se parle au téléphone, on envoie des fichiers, etc. Là le gros enjeu qu'on a pour l'instant, c'est qu'on est en train de... On va tous aller en Mulhouse. Voir Mike là pour une résidence. Donc on est en train pour le live là. Oui, voilà. On est en train d'organiser le nouveau live. Donc il y a beaucoup de préparation avec ça et envoyer des fichiers. C'est le 9 avril au Trabendo si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà, gros concert en perspective là. Ouais, ça va être super. Donc on est en train de préparer tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de... Pour moi, un album s'arrête, un nouveau commence, mais c'est un flux, c'est un... cet échange, ça s'est fait assez... on continue, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être sur scène? Parce que t'es sur les 3 membres du groupe, donc il y a toi, sur les 2 autres qui restent, t'es comme celui qui est un petit peu en retrait, qui vit peut-être les choses plus intérieurement. C'est pas que ça bouillonne, ça doit bouillir intérieurement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus retenu, certainement, comparé à Mike, là, qui commence à sauter un peu partout en l'air. Bon, on parle même pas de Diane. Ouais. Diane, elle a beaucoup... Donc, comment toi, tu le vis, être sur scène et balancer ses sons et ses solos de guitare ou ses sons de guitare? Au départ, mais je pense que c'est comme j'avais commencé, donc avec JJ, comme ça, sans vraiment... à un niveau assez élevé, sans aucune expérience. Ça, c'était, je pense, un choc physique. Et que
qui était très dur à gérer en fait pour moi. Il y avait plusieurs fois où j'ai vomi avant ou après. Tellement il y avait de stress. Ouais. De cette. En fait, c'est comment dire. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça quand on se met sur une scène et qu'il y a un certain énergie transmise comme ça, même si c'est pas forcément personnel, mais d'une certaine manière, c'est aussi personnel. Je ne sais pas expliquer cette. C'est comme une drogue. Quand on est mis là de nulle part, c'est un peu comme une overdose, D'accord. je pense, Ouais. comme ça. Donc là je gère ça beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise. Et je prends beaucoup plus de plaisir d'être sur scène. Avant, j'étais toujours attiré, je pense, de faire des concerts, de faire des projets comme ça. J'avais jamais vraiment, j'ai jamais été contre cette idée, mais ça a toujours été un peu difficile pour moi de juste ce moment de rentrer sur scène. Ouais, Après, ouais. une fois que tu es sur scène, ça va mieux. Mais Ouais. c'est l'appréhension de. Ouais, de cette communication à la fois. Tu parles avec personne, mais avec tout le monde. C'est un certain truc comme ça qui est un peu particulier. Mais maintenant, j'aime beaucoup faire le concert. Je me prépare. Je pense que ça s'est fait dans la préparation. Moi, je suis bien préparé. Là, je suis bien. Mais c'est presque comme des fois. Moi, je presque regarde des gens. Comment dire? C'est presque moi qui est le spectateur. Moi, je me vois presque aussi spectateur que performeur. Je ne sais pas si ça, Ouais, bien sûr. si ça fait du sens. Ouais. Donc, moi, je profite du moment. Je regarde les gens, j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe. Si j'écoute aussi les autres, si c'est moi quelque part le chef d'orchestre, donc si tout se passe bien, s'il y a... ouais. Est-ce que ce sera la première date de la nouvelle tournée là au Trabendo ou il y aura quelques petites dates avant pour se chauffer? Bah ouais, bah il y en a quelques-unes. Je n'ai pas en tête exactement. bien sûr, quand même. On va faire ça aussi de première. On évolue. Hein. On va faire de action culturelle Mhm. à Amiens, D'accord, l'île ouais, de ouais. Pérat et dans Lille D'accord, ok. avec À gauche la lune. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler juste le nom du prochain album? Never Say Never. Never Say Never. Bon, bah super. Ouais. Alors, pour se quitter, parce que le temps passe, Ouais. mais est-ce que tu pourrais me dire là, qu'est-ce qu'il va y avoir de typiquement suédois dans ton Noël français? Est-ce qu'il reste des petites choses de tout ça? Bah, Léo. cette année, ça va être très Noël parce qu'on va aller au ski. D'accord. Et donc, en tout cas, il y aura de neige. Donc ça, j'espère en tout cas. Donc ça va être super. Et en termes, moi je suis vegan quasiment. Bah, pas complètement, mais quasiment. Donc il y a la nourriture Noël, c'est très viande. Donc moi je vais, ouais. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je vais faire en tout cas. Mais est-ce qu'il y a des biscuits suédois là qui te manquent? Parce que nous, Ouais, nous ouais. ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est Ikea. Donc Ouais. voilà, donc on sait que voilà, est-ce qu'il y a Ah, des petits ça, biscuits oui, de l'enfance là, tu dis oh ah là là, absolument là, je peux pas vivre sans la Noël. Non, mais moi Ou un gâteau d'enfance que la grand-mère faisait, ou je sais pas. Ouais. Non, mais je vis ça Noël par Noël, c'est pour les enfants. Moi, je trouve. C'est donc si les enfants sont contents, moi, je suis content. Et donc, moi, je suis pas.
Mais après, oui, tout qui est dans l'IKEA, c'est, comment dire, c'est les clichés qui tout le monde, c'est réel. Après, peut-être la gamme et les produits, c'est pas toujours le meilleur. Mais ouais, on va faire, comment dire, le gingerbread, tout ça. Ça c'est, ouais, en Suède, on fait comme ça, ouais. Bon, en tout cas, dans 3 mois, là, une fois que ce sera notre cadeau de Noël à nous, de pouvoir profiter de l'album qui va sortir le 20 mars, et puis après, l'une des grosses dates, en tout cas, du mois d'avril, Ouais. ça va être le 9 avril au Trabendo, encore une fois. Ça, Quoi. Bon, hâte de te retrouver là-bas, Léo, avec The Band. ouais, j'espère. Merci. À bientôt, ciao. What if we spoke to the universe and asked them what it wants to say? What if we spoke to the universe? What if we spoke to the universe? Somewhere in my head, I heard it before. What you gonna say? I heard it before. Somewhere in my head, I heard it before. You speak so softly, it's hard to hear, but I don't listen. I let it appear. The feelings lifting when you're not near. I know it's coming to disappear. Somewhere in my head, I heard it before. Somewhere in my head, I heard it before. Speak so softly, you. It's hard to speak so softly, you. It's hard to. What if we spoke to the universe and asked them what it wants to say? Just and maybe, just maybe, just maybe, we'll know the truth. Just maybe, we'll know the truth. Vous avez pu entendre 3 morceaux vénards du nouvel album de Cam Cloud, Never Say Never, avec World With Your Name, I Just Want It All et Speak Softly. Alors, les Cam Cloud seront en concert ce soir même, c'est-à-dire le 1er avril à la Lune des Pirates à Amiens. Aussi le 4 avril à Tourcoing. Et puis cette fameuse date à Paris au Trabendo le 9 avril. Et puis aussi un festival qui est annoncé, c'est le Biche Festival qui a lieu au mois de juin, mi-juin, voilà. Formidable festival aussi en pleine campagne dans l'Orne et pas très loin de Paris non plus, il y a des trains qui vont là-bas directement. Voilà, super programmation avec notamment aussi un autre groupe qui s'appelle le Copycat. Voilà,
Ah, que la Rebelle vous présente son équipe. À l'entretien, c'était Fabien Eck. Prise de son, Melville Egbelet. Musique, Adrien Diarojo. Visuel, Stéphane Perrault. Photo, Philippe Lévy. Ah, que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.